Salut à tous, envergure, nouvelle année, on est toujours fidèles au poste, meilleurs vœux à tous et toutes ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui on est reparti sur un épisode Underdog, c'est le numéro 4 de mémoire et je suis avec mes grands fidèles partenaires, Hugues et Julien. Messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, bonjour. Bonsoir Pierre, j'espère qu'on va bien, comment dire, aller dans les underdogs aujourd'hui. Ça va être Oh, bien underdog. Je crois que vu les profils, on n'est pas trop mal. On est bien dans le thème. On va commencer tout de suite pour aller au fin fond des prospects. On va parler d'un pivot qui s'appelle Joshua Morgan, qui est dans une fac qui est très connue. Lui, il est beaucoup moins. Je vais lancer Hugues et après, c'est Julien qui va nous en parler longuement. Hugues, tu as une anecdote assez incroyable à nous raconter à son sujet, ou pas vraiment d'ailleurs. Ouais, Joshua Morgan, pour vous montrer à quel point on va être très underdog ce soir, si vous tapez son prénom et son nom de famille sur YouTube, parce que vous cherchez des highlights ou un résumé, vous allez trouver plus de vidéos d'un garçon qui a 9 ans, qui est un prospect pour 2032 et qui fait 5000 vues sur son parcours de jeune joueur de 9 ans. Donc voilà, Joshua Morgan est un prospect apparemment moins intéressant et moins valuable qu'un garçon de 9 ans qui fait 4 pieds 6. Je savais pas qu'on pouvait compter en dessous de 5 pieds, moi, tu vois. Pour moi, le minimum, c'était 5 pieds 11. Bon, bah non, là, vous pouvez découvrir un garçon qui s'appelle Little Josh, Joshua Morgan, et qui a un podcast, enfin, en tout cas, une émission sur sa vie. Et ça vous montre à quel point le garçon de USC est un énorme prospect. Et sur le scène direct. Alors en fait, non, quand tu tapes Joshua Morgan, moi j'ai trouvé un joueur de baseball qui s'appelait Josh Morgan. Mais c'est un autre sujet. Non, Joshua Morgan. Donc il joue à la fac de Southern California, USC, en Pac-12, la Pac-12. Alors, c'est vrai que ce jeune n'est pas trop connu, donc je vais essayer de le présenter rapidement. Donc, en fait, il commence à la fac de Long Beach State, qui est une fac qui est dans le sud de Los Angeles, pour son année freshman. Donc, après être sorti d'un lycée à Los Angeles aussi. Donc, durant cette année freshman, contrairement à tout ce que vous dites, les gars, il se fait tout de suite connaître parce qu'il devient le meilleur défenseur de la Big West. Et la Big West, qui est une petite conférence, ok, mais qui n'est pas négligée. Et pendant cette année freshman, il est, je crois, c'est un des meilleurs rebondeurs de la division, donc le meilleur défenseur et déjà un protecteur de cercle élite. Donc, en 2020, il change de fac. Alors, j'ai regardé, je vérifie, 1h52 en métro pour aller de la fac de Long Beach State jusqu'à USC. J'ai cherché sur Google. Il déménage, ça va vite, 30 minutes en voiture et il débarque donc dans une fac beaucoup plus cotée. Alors, beaucoup plus cotée parce que donc USC, c'est quand même j'allais dire une usine à prospect, je peux le dire. C'est un petit panorama de joueurs de USC. On se fait un petit challenge à chacun notre tour. Vas-y. Alors, vas-y. Evan Mobley. À toi, Pierre, à toi. USC. Alors, moi, je joue pas. Alors, faut que je sois prêt pour ça. Là, je suis. Si. Allez, continue. Harold Miner. Mais tu me donnes des joueurs qui n'existent pas. Harold Miner, Baby Jordan, aucune culture. Tu regarderas. Non, c'était une vraie star. Il est quoi? Il est dans les 15 premiers d'une draft, hein? Non, je taquine. Vas-y, un dernier. Miami. Isaiah Mobley, je triche. Pas mal. Et au Congo, bref. Ok, et donc il arrive dans cette fac en 2020, il est redshirt, il va faire que 7 matchs, je crois. Mais il commence à se faire connaître, je crois, dans son année junior, c'est ça, où il se fait remarquer donc, par sa défense, encore une fois, et l'année dernière, en 2023, donc, alors, peut-être que je me plante dans les si je crois que c'était l'année dernière, enfin, entre l'année d'avant et l'année dernière, mais en tout cas, l'année dernière, en 2023, il est élu dans le meilleur 5, non, je crois qu'il est élu, ouais, c'est ça, dans le meilleur 5 défensif de la Pac-12. Donc, c'est pas n'importe qui, quand même. Donc, l'année dernière, il est leader au bloc dans la Pac-12, donc au contre.
Et il est 16e au niveau national au nombre, hein, en moyenne de blocs par match. Donc, gros défenseur, et il fait sa réputation là-dessus. Il a 22 ans, donc il aura 22 ans aussi à la draft. Il est déjà graduate. Et voilà pour la présentation d'Enal. Personnellement, il y a vraiment très très peu d'informations sur lui, ni sur sa vie personnelle, ni sur ses parents. Du coup, tu peux nous parler un petit peu du USC parce que c'est une Avec équipe plaisir. qui fait quand même pas mal parler, surtout ces derniers temps. C'est quand même une équipe de fils d'eux, surtout cette année. Sans insulte. Et Hein. oui. Oh, quand même, on Ouais, nous connaît. On est pas... Il y a Bronny James qui a eu un début difficile cette année parce que c'est son 4e ou 5e match peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Gros problème cardiaque pendant l'été. Il était attendu, donc c'est un prospect top 5 étoiles, je crois. Hein. Ouais, c'est un. Ouais. Et puis, donc, débarqué dans une équipe de USC avec un autre gros prospect au début de l'année qui s'appelle Isaiah Collier, qui est blessé dernièrement à la main, qui est out 4 à 6 semaines. Donc, on va beaucoup voir Bronny James, je pense, un peu plus. Voilà, c'est un programme qui est un petit peu connu depuis un certain nombre d'années, même si c'est pas toujours très fun à regarder, on peut dire ça comme ça. Oui, non. C'est très peu de le dire. Ouais. Et puis il faudra qu'on en parle notamment sur la rotation à l'intérieur. Et puis donc voilà, il y a quand même des gars à regarder cette année. Il y a Kobe Johnson, il y a Collier, Bronny James et donc aussi Joshua Morgan. Mais bon, c'est une équipe qui tourne pas très bien cette année, beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes, des retours, des arrivées, des départs. Voilà. Et puis dans la liste des fils d'eux, pour le préciser vite fait, tu vois, il y a Rodman, il y a DJ Rodman, oui, bien sûr. le fils de Dennis Rodman. J'étais pas sûr que ce soit son fils, donc je suis allé vérifier. Donc il y a le fils de Si, Dennis c'est Rodman lui. et Kobe Johnson, si je ne m'abuse, peut-être que je m'abuse, je crois que c'est le frère de Jalen Johnson, l'ailier fort qui est Atlanta, ancien de Duke, avec un papa très caractériel. Donc il y a une vraie ambiance des papas dans le vestiaire, quoi. Il y a un bail à faire entre LeBron, Rodman et Papa Johnson. Ça rigole bien. Rodman qui débarque de Washington State. Là. Et puis, comment ne pas citer, quand on parle de USC, l'éternel Boogie Ellis, qui est toujours là. Toujours là. Et qui shoot toujours autant. Ouais, tout à fait. Magnifique. Alors, on va quand même parler de Joshua Morgan un petit peu, les gars. Ouais, exactement. Alors, c'est parti. 2m11, c'est un intérieur. Hein. C'est vraiment un joueur intérieur. 2m11, mais assez fin. Alors, il est indiqué sur beaucoup de sites à autour de 90 kg. Sur la fac de USC, il est à plus de 100 kg. Moi, je pense qu'il est plus il doit être entre les deux. Donc, bon, pas des mensurations exceptionnelles. Impossible de trouver son envergure. Très, très frustrant. J'aurais bien aimé savoir. Donc, des qualités fort longues, mais pas non plus exceptionnelles. Un cursus, sans éclat. Pas de stats apparemment exceptionnelles non plus, mais une grosse présence dans la raquette en défense. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, j'ai commencé par là. Il est encore cette année premier contreur de la Pac-12. Quand j'ai regardé, j'espère que c'est toujours comme ça. Donc en volume et en moyenne, sa défense du cercle, elle est élite, on peut dire. Hein. La Pac-12, même avec toutes les critiques qu'on peut dire, c'est quand même une fac qui est costaud. C'est un joueur qui est mobile, qui sur les 2 dernières années, moi ça m'a un petit peu frappé. En fait, je regardais pas USC pour lui, mais ça m'a fait tiquer cette année. Il est déjà très pro, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il fait, il est mûr, voilà. C'est mieux comme mot. Il est mûr, il saute pas n'importe comment. Son but c'est pas de faire un maximum de blocs en sautant n'importe comment. Il est plus dans le timing, dans la défense pour l'équipe et pas forcément pour les stats. Je sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus. Ouais, donc voilà, c'est pas un joueur hyper mobile quand il court nord-sud, comme dirait Hugues,
Mais dans la raquette, il bouge. Moi, je trouve qu'il bouge très bien. Il est vite là où il faut. Euh, et en 1 contre 1, il est assez. Comment dire, il fait son taf, quoi. Voilà. Ouais, il dissuade très très bien. C'est un très bon dissuadeur. Il Pour, va être moins bon s'il faut qu'il suive à la course, quoi. Voilà. pour Pour compléter contrer ce en que suivant tu la dis, course. Julien, là, je viens de regarder, de checker au bloc pourcentage, il est 9e de toute la NCAA actuellement, là. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas anodin. C'est pas un joueur anodin. Et puis, il a commencé l'année quand même, je crois, c'était un de ses premiers matchs à 10 blocs contre Seton Hall. Donc voilà. Donc gros, il est à 2,3 blocs par match. Effectivement, c'est une stat brute qui s'accompagne bien de ce que tu viens de dire, Pierre, avec un bloc pourcentage qui est assez haut dans toute la NCAA. Ce qui joue un peu en sa défaveur, c'est que USC, dans la rotation intérieure, il y a 3 gars. Voilà. Il y a lui, il y a Ishu Kuwu, alors j'arrive pas à le dire, hein, c'est impossible. Ishu Ouais. Kuwu, qui avait un problème au cœur, qui était un prospect 5 étoiles et qui Ouais. revient. Et il y a Kijani White, le numéro 33, qui est un 6 pieds 9 qui joue aussi en intérieur. Donc ils se partagent un petit peu les minutes et on sent que qu'on veut mettre Vincent, parce que j'ai plus envie de dire Ishu Kuwu, en vitrine pour vendre le prospect, mais que celui qui fait gagner, en tout cas qui essaie de faire gagner des matchs, vu comment USC galère, c'est Joshua Morgan, le vétéran. D'ailleurs, à propos, Julien, peut-être faire un panorama de ces stats complètes, un petit peu de ce que ça donne cette année. Et notamment, je voudrais te questionner sur sa. Alors déjà, il joue que 20 minutes par match. Il est qu'à 4 rebonds aussi par match pour un gars de sa taille. C'est quand même un peu étonnant. Comment on explique ça? Non, j'ai pas entendu la question. Ah, alors je te demande. Alors, c'est un jeune qui tourne à, je dis jeune, 6-3 points, 4,5 rebonds, une assist et il est à 69% au shoot. Pourquoi peu de rebonds? Écoute, peut-être que ça a un lien avec ce qu'a dit, Hugues. Il y a une, ça tourne beaucoup dans l'équipe au niveau des 4 intérieurs. C'est même parfois, moi alors, comment dire, je suis un observateur, hein, c'est tout, donc j'ai pas d'avis à donner sur ce que fait le coach de USC, mais Enfield, mais c'est très très chaotique en fait comme rotation. En fait, il y a Rodman qui est en 4 et qui est un petit peu en place, et puis il y a les 4 pivots qui tournent, Morgan, Ibuchukwu, Kijani Wright, comme tu l'as dit, Hugues, et Harrington Page aussi, qui est capable de prendre des minutes. Alors, est-ce que ça vient de là qu'il y a beaucoup de, que ça tourne beaucoup? Est-ce que ça vient du fait qu'il y a d'autres joueurs qui sont présents, notamment sur le rebond défensif? J'ai pas de plus de précision à donner, mais c'est vrai que alors que c'était un joueur qui était réputé pour ça, pour sa prise de rebond, il n'est pas forcément dans des moyennes élites. Ouais, et puis USC essaye un peu d'accélérer le tempo avec des guards qui vont essayer de récupérer le rebond, alors qu'Oliar le fait peut-être pas suffisamment, c'est là qu'on l'attendait, pour faire de la relance style Russell Westbrook, Bogey Ellis. Kobe Johnson est un très bon défenseur, donc comme tu as une défense où tous les mecs, pour le coup, USC, il n'y a pas énormément de qualité dans le fond de jeu, par contre défensivement, au rebond, ils sont assez présents, donc il se fait grailler des munitions, et lui, son but, c'est pas de prendre tous les rebonds. Il préfère sécuriser le rebond, qu'un coéquipier le récupère et qu'on lance une transi. Donc on est sur un rebondeur qui va faire l'écran retard, mais qui joue le collectif plutôt que la captation individuelle. Comme tu as mis sa qualité première, tu as expliqué sa qualité défensive, Julien. Quelque chose qui va nous intéresser, c'est sa capacité ou non à switcher. Comment il bouge latéralement ce jeune homme, ce jeune joueur, comme tu le dis, qui est plus si jeune d'ailleurs. 22 ans. Ouais, moi, je le trouve pas du tout ridicule, quoi. C'est quand même un type qui a une vraie mentalité défensive, qui fait tout ce qu'on lui demande au niveau défensif plutôt bien. Et sur Switch, des derniers matchs que j'ai vus, il n'est pas du tout ridicule. Il est capable d'orienter les joueurs plus petits sans se prendre des vents. Alors je dis, voilà, on peut toujours tomber sur un type qui lui fait un cross, ça c'est sûr. Mais il n'est pas du tout ridicule. Il a une bonne. Moi, je trouve qu'il a plutôt une bonne vitesse latérale dans le petit périmètre. Et il est assez agile. C'est quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, mais ce grand corps assez fin
il est assez agile avec ça. Il a des mouvements de rotation du bassin qui sont intéressants. Il est pas du tout, c'est pas un tronc, quoi. C'est pas un tronc rigide qui est incapable de bouger dans les 3 dimensions, quoi. Donc sur Switch, voilà, il pourrait être utilisé dans plusieurs types de défense, sur du edge, sur du switch, sur du drop, pourquoi pas. Ouais. On a expliqué un petit peu son pourquoi du rebond, ses qualités au contre, une capacité aussi, enfin en tout cas toi tu vois une capacité à être assez mobile défensivement, latéralement. Offensivement, tu l'as dit, c'est 6 points à 70% je crois, et que des tirs près du cercle. C'est quoi? C'est essentiellement du dunk après passe, sur le pick and roll, des choses comme ça? Je crois on a énuméré les gars de l'équipe, c'est presque que des extérieurs qui mènent le jeu, qui ont le ballon. Il y a 4 gars qui ont besoin de la balle dans les mains. Donc lui, c'est un finisseur de bout de chaîne, quoi. Voilà. Un finisseur de bout de chaîne, est-ce que ça se dit ça? C'est un finisseur, quoi. Hein. Il est essentiellement, il est très efficace, hein, parce qu'il n'y a que du shoot à 2 points à 69%, c'est quand même, c'est une belle réussite quand même dans la raquette. C'est vrai que lui, il est essentiellement, mais je vais aller un peu plus loin quand même, il est fort pour faire le screen et pour rouler au cercle, attraper et dunker. Et même plus que ça, hein, il a un petit toucher, il a une petite main avec un bon toucher près du panier. Pour te compléter, c'est un garçon qui quand même finit à 80% au panier. Donc il a 60% global, mais il a 80% au panier. Alors c'est la majorité de ses tirs, hein, vraiment sous le cercle. Et quand il va au panier, il a un free throw rate. Alors le fait de faire tomber des fautes, Ouais. à 71%. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a pas beaucoup de munitions, mais quand il y va, par son âge, par effectivement sa maturité et par le toucher que je lui décris, ses qualités athlétiques et sa longueur, il finit très bien au panier et il fait tomber des fautes. Donc voilà, on va pas lui demander énormément de choses, peu importe au niveau auquel il jouera, mais tu vas attraper le rebond, tu vas courir, tu vas mettre l'écran et puis tu vas finir au panier. Et si jamais il y a une banane, tu vas récupérer un rebond offensif et finir au putback, et ça aussi il le fait bien. Comment on arrive à le projeter à l'étage supérieur en NBA déjà? Est-ce que vous le voyez en NBA? Et dans quel rôle? Moi, je rajoute juste un truc au niveau offensif, c'est que c'est un gars à qui on peut, comment dire, passer le ballon et qui va être capable de voir un cut, de jouer du hand-off plutôt proprement et qui est assez rassurant, en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'il gagne des minutes dans cette rotation à 4 intérieurs, là, excepté Rodman, où en fait on sait qu'il va pas il va pas faire n'importe quoi. Il va pas il va pas tenter des trucs de folie, mais dans ce qu'il va faire, il est propre. Voilà. Je voulais juste j'ai rajouté ça sur tout ce qu'il peut faire. Il a une passe par match, il sait servir des intérieurs ou des arrières qui cut. Donc pour moi, un joueur comme ça qui peut être sur un temps de jeu qui n'est pas forcément énorme, qui montre qu'il est un défenseur vraiment valable, c'est un type qu'on va tester en NBA pour moi. Donc que ce soit en fin de second tour, que ce soit sur un two-way. En fait, en préparant l'émission, je me suis dit, j'ai pensé à 2 gars qui sont on peut dire qu'ils sont ils ont comment dire, des qualités différentes. C'est un Nathan Mensah là, qui est rentré. Alors peut-être que vous connaissez, je sais pas si vous le connaissez. C'est l'ancien pivot de San Diego State et qui a commencé à jouer là avec Charlotte. Ouais. Tu vois. Donc c'est un type qui était réputé pour sa défense et qui voilà, qui a une place. Il va être testé en NBA pendant peut-être 2-3 ans. Et l'autre joueur c'était Keita. Sorti du Utah State, qui a traîné, je crois qu'il est à Boston, non, il est pas à Boston, non, Oui, il est à Boston. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas le même profil, il est plus grand, plus costaud, mais voilà, je veux dire, ça peut être dans ce style de joueur qui va être testé pendant 2-3 ans pour savoir s'il peut amener sa défense et rester sur le terrain. Moi, j'ai un autre nom pour toi. Alors, je trouve que c'est lui en moins bien, c'est Jericho Sims. Tu vois, il me fait penser un peu à notre ami Jericho, que toi tu connais bien maintenant à New York, ancien de Texas, qui était pas mal mobile aussi, qui était dans l'ombre tout le temps et qui faisait juste très bien son travail et qui contrait, qui défendait très très bien.
Mm. Ces gars-là, on en a tellement à l'appel de toute façon que des fois, il y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu et puis après, sinon, ils partent jouer. Alors moi, je suis pas hyper, je vais pas miser sur Bien Joshua sûr. Morgan, clairement pas. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut défendre? Oui, c'est que voilà, si tu tombes dans un spot où il y a des blessures comme à Charlotte et que tu fais une bonne Summer League et que tu lâches un touet, bon bah pourquoi pas. Mais on en aura 10-15 lors de la QV, comme chaque QV, et puis il faudra tirer son épingle du jeu, quoi. Et puis surtout que le rôle est assez simple et assez écrit pour lui, c'est-à-dire un rôle de rim protector et rim runner, quoi. C'est ça. Voilà, et il le fait bien. Donc, messieurs, Ouais. je vous propose de clôturer sur Joshua Morgan. Je pense que Julien, tu as rempli ton contrat magnifiquement. C'était incroyable. Merci. On va on va aller du côté de Milwaukee, parler d'un meneur Hugues au nom de Tyler Kolek. Yes, Tyler Kolek, quel homme, quel joueur, je suis trop content d'en parler. Ça fait déjà 2 ans là que je voulais parler de ce garçon qui joue à Marquette. On va commencer avec un petit 94 pieds avec une gueule. Je vous ai préparé 3 Est-ce que anecdotes. pour la nouvelle année, il va continuer? Et Eh oui. oui, eh oui, je suis désolé. Alors cette fois-ci, les gars, je vous demande même pas de répondre, on le laisse pour le public. Je l'ai fait en très très courte. 3 anecdotes, donc il y en a une seule qui est vraie. Attention, accrochez-vous bien, c'est très difficile. La première, c'est que Tyler Colleck, sa mère, elle tient un salon de coiffure qui s'appelle Collectif. Euh, j'ai entendu ce gros mot, je l'ai entendu, attention. La deuxième, c'est qu'il s'est acheté une nouvelle montre récemment parce qu'il en avait ras le cul que tout le monde lui dise Tyler, Colec. Et il est en mode c'est relou. Je sais pas, midi 10 peut-être. Et la dernière, c'est que son papa est policier. Voilà. J'y suis allé très très court cette année. Donc, c'est c'est à vous de voir à votre avis laquelle de ces infos est vraie et lesquelles sont fausses. C'est pas évident. Plus sérieusement, c'est un joueur Tyler Colec qui a donc pas une famille énormément sportive. Le papa a joué dans une fac de deuxième division. Il a un grand frère qui joue aussi dans une fac de deuxième division. C'est pas un joueur qui est énormément coté lorsqu'il sort de son lycée dans le Rhode Island. D'ailleurs, il a fait son lycée dans le Rhode Island, dans sa ville natale, dans une ville qui s'appelle Cumberland. Je trouve, ça me fait penser à Concombre, donc je me suis dit, j'aimerais pas vivre à Cumberland, tu vois, mais bon, écoute, il faut de tout pour faire un monde. Il fait 1m91 et il fait une première année à George Mason, fac de A10, donc mid-major assez moyenne en réalité. Il finit joueur de l'année. Il finit défenseur de l'année là-bas aussi, et donc ça lui permet de transférer assez rapidement dans un programme de high major market qu'on ne présente plus en termes de joueurs NBA. Évidemment Dwayne Wade, évidemment Jimmy Butler, évidemment Henry Ellenson, pour parler que des légendes. Et choisi loterie par Detroit, je crois, l'ami Henry Ellenson, Ouais. qui avait réussi à perdre un concours de shoot à 3 points face à Jimmy Butler, alors que c'était sa spécialité. Ça présageait du bust que ça allait être quand même. Et Tyler Colleck, du coup, Marquette, coaché par l'exceptionnel Shaka Smart, que j'adore. Shaka Smart, qui est sûrement le seul coach qui était complètement chauve il y a 2 ans et qui maintenant a des boulettes. J'ai envie de dire salaud, mais bon, être millionnaire, paraît-il que ça aide à faire pousser des cheveux. Moi, j'ai pas ce luxe-là. Et à Marquette, qui est une équipe compétitive, hein, qui envoie ces dernières années, alors qui font des bons des bonnes places à la March Madness, et puis qui ont envoyé quelques joueurs en NBA, Justin Lewis, même s'il s'est fait les croisés, qu'il n'arrive pas à démarrer, et Olivier Maxence Prosper, ou Maxence Olivier Prosper, je sais jamais, il a 3 prénoms, c'est trop compliqué pour moi, mais qui est du côté où ça? Dallas, non? Ah Non. ouais, Dallas, bien joué. Au Max, qui du coup fait un début de saison, enfin un début de carrière de péril intéressant. Et Colec, dans ce moule-là, c'est le meneur de jeu gestionnaire par excellence. On va parler des qualités athlétiques, on va parler du jeu, mais c'est un mec qui fait rien de flashy, qui va pas très vite, mais qui fait tout le temps la bonne lecture, la bonne passe, qui a un ratio assist turnover à plus de 3 l'an dernier, et qui shoot à 3 points.
Voilà, ça c'est pour le côté collectif, le côté physique, les mensurations. Je l'ai dit 1m91, 90 kilos, Mm. et ils sont historiques. Tu as dit Tyler Colec, vrai meneur de jeu, un petit peu finalement, un petit peu à l'ancienne, un petit peu plus gestionnaire que scoreur finalement, qui remplit aussi un petit peu toutes les cases, parce que quand on regarde ses chiffres, je crois cette année, c'est quasiment 14 points, 6 passes, 5 rebonds. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans toutes les phases de jeu. Ce serait quoi son point d'appel pour un scout NBA? Parce que c'est un joueur que je trouve très bon sur plein de niveaux. Et quel est l'endroit où il est encore le meilleur? Quelle est sa qualité première en fait? Je trouve ça assez difficile en fait pour lui. Ben, t'as l'impression quand tu le regardes que c'est un joueur de deuxième division, parce que pas athlétique, rien de flashy. Et en fait, quand il est sur le terrain, son équipe elle mène de 20, et quand il sort, ils se prennent un run. C'est un joueur qui rend tout le monde meilleur. C'est pas des flashs, c'est pas des passes flashy à la Melo Ball, c'est pas des passes flashy à la ce que vous voulez comme meneur de jeu. C'est juste la bonne passe, le bon intervalle, la bonne lecture de jeu, le bon drive, le bon tir, et tout le monde gagne. Donc pour moi, son point fort pour le niveau supérieur, c'est vraiment la gestion collective, le général, et bonifier complètement l'attaque. Et en plus de ça, par son tir à 3 points, cette année il est à 36%, l'an dernier il est à 40% à 3 points sur un volume assez conséquent. Il peut clairement jouer off-ball. Donc on a un profil de meneur qui réussit encore à exister en NBA avec les Tyus Jones, les Trey Jones, les Monte Morris et autres. Ouais, et puis, c'est un gars en 50, 36, 90, quoi, avec des volumes intéressants au shoot. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais, il pourrait être candidat au joueur de l'année en NCAA, ça poserait pas trop de problèmes. Et en plus, comme Pierre il l'a dit, très très bon rebondeur pour la taille. C'est un gars, quand vous le regardez, il fait toujours l'écran retard. En fait, il fait tout très bien sur un terrain de basket. Et à un moment donné, des franchises, quand on va arriver sur du second tour, vont chercher des joueurs qui font gagner des matchs de basket. Alors on n'est plus sur le potentiel, 4 ans de fac, mais si tu veux gagner un match de basket et que tu as besoin d'avoir un mec pour te dépanner, tu peux faire rentrer ce genre de gars-là. Il pourrait tellement sortir de la lignée de Villanova. Tu vois, il pourrait être un de ces mecs là encore comme les Arcidiacono et autres qui sortent de Villanova aussi dans la Big East, et qui est un meneur de jeu qui fait gagner des titres. Tu l'as dit, pour le coup, on va partir. Tu as énuméré peut-être son principal défaut, c'est son côté justement, son manque de qualité physique, athlétique. Comment il arrive à exister malgré ça, que ce soit en attaque et en défense? Défensivement, toujours très très bien placé, des mains très actives sur le ballon. Il lit très bien le rebond du ballon, tu vois, sur le dribble pour attaquer ça. Puissant quand même en bas du corps. On voit qu'il y a 4 ans de fac qu'il est développé. On est à 90 kilos, je crois. Donc on lui rentre pas dedans comme ça. Les pieds bougent bien latéralement. C'est pas hyper explosif, mais il bouge bien. Et puis offensivement, alors très orienté main gauche, c'est un gaucher, mais capable aussi de passer main droite, donc changement de direction, et il a plusieurs vitesses dans sa lenteur. C'est un mec qui peut te surprendre par des changements de rythme, et il a aussi des petits go-to moves pour spin, notamment passer de la main droite faible à la main gauche. Il peut spin move, il peut finir, donc voilà, il a un dribble sécurisé, et puis il passe tellement bien, tellement vite, manipulation visuelle à la passe, il envoie la balle là où le joueur doit être et pas là où le joueur est déjà, notamment pour le rollman. On pense à Osobuco Ighodaro, au Brandon Clark 2.0, qui se régale à ses côtés. Et le jeu de mots est exceptionnel, messieurs, je suis désolé. Bravo. Et donc voilà, c'est un gars qui comprend le jeu, qui fluidifie tout le jeu. Donc et puis si tu fais l'impasse sur le drive en te disant de toute façon il va pas aller très vite, il te pull up sur la tronche, et il est à 36% au tir à 3 points. Donc voilà, tout simplement. Ouais, et puis il y a les changements de rythme, et puis le fait c'est ça aussi, il est capable de ralentir très vite sa course, de repartir. Il maîtrise le rythme quand il drive, et du coup, il peut passer par des petits trous ou s'offrir des angles pour
finir avec sa main gauche assez facilement parce qu'il maîtrise vraiment le rythme. Hugues, tu m'as dit que comme beaucoup de gauchers, il était très orienté main gauche. Comment ça se traduit sur le drive? Parce que comment tu trouves déjà sa qualité de drive, sa capacité à dribbler, son handle? Est-ce que c'est un de ses points forts? Alors, ça va pas être un joueur qui va créer énormément d'espace pour lui-même. C'est pas un mec qui va partir très vite sur le départ. Maintenant, comme on l'a dit avec Julien, il change bien de rythme, il change bien de direction, il change bien de vitesse. Il est safe. Il perd là cette année. Alors cette année, c'est un peu moins bien que l'an dernier, mais il était l'an dernier à 7,5 passes pour 2,5 turnover. Et donc les pertes de balles qu'il va avoir, c'est plus sur des passes que sur un dribble où il se met la balle sur le pied, où il se fait intercepter. Donc il est sûr. C'est un joueur qui va vraiment être très très safe. Après, voilà, tu vas clairement l'orienter sur sa main faible, sur sa main droite, sur le pick and roll. Tu vas essayer de lui monter dessus pour pas laisser d'espace pour tirer. Là où il va vivre, c'est que si tu vas essayer de le trapper pour lui faire lâcher le ballon, bah il transmet le ballon, il fait la passe directement et il la fait correctement. Donc moi c'est un garçon, je vais pas lui demander d'être un créateur de jeu NBA, je vais pas lui demander de gérer une attaque, par contre de remonter la balle, de mettre en place un système et de gérer une seconde unit à côté de force scoreurs athlétiques qu'on a en NBA, ça il peut très très bien le faire. Encore une fois dans un rôle à la Tyus Jones, à la Trey Jones. Est-ce que, juste, t'es parti sur le rôle qu'on peut lui prédire. Est-ce qu'il y a pour les auditeurs qui l'ont jamais vu jouer, Tyler Kolek, avec qui vous fait penser un petit peu dans le style, dans ce qu'il peut dégager? Est-ce qu'il y a des joueurs NBA qui vous dites, ouais, c'est un petit peu dans la même vibe? La comparaison facile, c'est d'aller sur la tête du blondinet avec la mèche sur le côté, de te dire Austin Reeves. Et Austin Reeves qui a un rôle parfait du côté des Lakers, mais Austin Reeves était un dribbleur plus abouti. Moi vraiment, je te dirais les frères Jones, Ryan Arcidiacono, alors qui est pas un joueur qui a su s'installer pendant très longtemps en NBA, mais qui traîne toujours là. Ce genre de profil-là, ouais. Julien, t'es sur le même genre de vibe ou il te fait penser à d'autres joueurs? Jean Dujardin. D'accord, j'arrête. Non, j'ai pensé à lui en fait quand j'ai vu les premières images de Tyler Kolek. Non, en fait, moi quand je le regardais, en fait c'est un joueur qui m'avait posé beaucoup de problèmes parce que c'était le début, les débuts envergure, c'était Peyton Pritchard. Ouais. Tu vois, alors c'était pas du tout le même joueur en NCAA. Pritchard, il était plus shooter. Peut-être plus dribbleur aussi à Oregon, mais ça posait le même genre de problème, c'est ça que je veux dire. Tu vois, un gars qui est capable de peser très très fort en NCAA, parce qu'il pèse très fort, Colin. Mais tu vois, j'étais parti, je me disais, il est impossible qu'il soit même drafté. Puis voilà, il est en NBA, Pritchard, il est en NBA. Il a Donc, signé c'est un un peu deuxième ce genre de contrat cet problème. été, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il a signé un deuxième contrat cet été, Peyton Ouais, Pritchard. ouais, donc ça veut dire que c'est un gars qui fait son trou, quoi. Alors c'est pas, on peut pas les comparer tous les deux. Toujours pareil, hein, les comparaisons c'est compliqué, mais après un gars, je sais pas. En fait, moi, il me fait penser à des vieux joueurs que je voyais quand j'étais jeune, tu vois, comme Mark Price ou le meneur du tas là. Tu vois, John Stockton, mais c'est pas du tout le même niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'il est capable d'enfumer des gens avec son cerveau, en fait, quoi, quand il se déplace sur un terrain, parce qu'il sait où il faut aller, il sait là où il ne doit pas aller, parce qu'il ne pourra pas y aller, il sait faire les bonnes passes. Voilà, c'est dans ce genre de joueur. Alors, les comparaisons sont très faciles, très simplistes. Bah, Voilà. tu vois, il y a un gars qui est freshman cette année à Kentucky et qui lui ressemble beaucoup, c'est Rich Shepard. Et Rich Shepard, il va drafter l'autre pick, possiblement top 20 pick. Et on est sur ce genre de profil-là. Le 6 pieds 3, très défensif, qui peut très bien jouer à côté d'une star, tirer à 3 points. Et puis, lorsque ta star, elle sort du terrain, et ben, tu as besoin d'organiser un peu le jeu, de faire briller un grand intérieur. Tu le fais rentrer.
Vous avez parlé de Baylor Sherman il y a quelques semaines en underdog. Baylor Sherman, c'est le même style en beaucoup plus grand. Il y a aujourd'hui un Nembhard qui joue du côté d'Indiana qui est un peu plus grand que lui, mais qui est sur ce profil-là encore. Les meneurs gestionnaires, c'est plus la norme, mais ceux qui sont en NBA réussissent très bien. Donc après, il faut juste avoir un spot et trouver sa place et avoir une chance de le faire. Mais je préfère parier sur ce genre de garçon-là si je dois aller sur des underdogs plutôt que des croqueurs scoreurs sur les postes arrière qui n'auront pas la balle en main de toute façon. Justement, la prochaine question est toute trouvée. Tyler Kolek, un nom appelé en juin prochain au second tour. On y croit? Ah ouais, totalement. Totalement. Moi, je le draft second tour et je peux même y aller en début de second tour très très facilement. Pour l'efficacité, pour le vétéran, pour la défense et pour le tir. Peu importe ce que tu lui donneras en NBA, il sera positif d'une façon ou d'une autre. Julien, tu le draftes ou pas du coup? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, oui. Voilà, parce que c'est vrai que c'est des profils qui sont difficiles à projeter. En même temps, t'as envie qu'ils montrent leur qualité en NBA, parce que il y a des choses qui sont projetables, bien sûr, quoi. Messieurs, est-ce que nous avons fini avec notre ami Tyler Kolek, joueur à voir si vous avez pas eu l'occasion de le faire? Une dégaine assez incroyable, qui est plus proche de l'expert comptable que du joueur de basket, mais un superbe joueur de basket, vraiment. Et je ne saurais que vous conseiller d'aller voir des matchs de Marquette. Il doit y en avoir sur YouTube un petit peu. Ouais, il y en a beaucoup. Et en plus, spécifique, on n'en a pas parlé, mais Tyler Kolek, vous voyez depuis combien de temps il est sur le terrain en fonction de ses lèvres. C'est un indicateur de température. Le mec, plus le temps passe, plus ses lèvres deviennent rouges, mais rouges. Genre vraiment, à la fin, on dirait qu'il a mis un petit rouge à lèvres carmin et qu'il part en soirée. Donc il rentre, il a les lèvres encore un peu blanches, il sort, il a les lèvres rouges. Donc vous pouvez voir son état de fatigue, c'est très vite scoutable pour le cardio. Je pense finir de la meilleure des façons sur une anecdote comme ça. J'aime beaucoup. On se dit de toute façon à très vite. On va parler de plein de choses durant ce mois de janvier. Il y a aussi bientôt les big boards qui vont sortir sur envergure.co évidemment. Je crois qu'on est toujours sur le dossier. Et puis on se dit à très vite. Salut les gens. Bye bye. Bisous. Bye bye.